La quatrième proposition, si je feuillette ce pacte 2012, je le lis sur l'écran en même temps que vous. Une fermeté de précaution vis-à-vis des criminels dangereux. Sylvia en a croisé. Quelques personnes ici dans la salle qui sont concernées par toutes ces questions en ont croisé. Et vous, Maître Gallo, Didier Gallo, pardon, en tant que juge, dans votre longue carrière de magistrat, vous avez croisé aussi de ces criminels dangereux? J'ai croisé un certain nombre de criminels dangereux par définition, mais qui ne présentaient pas tous la même dangerosité. Et je vais simplement vous raconter un épisode que ni Jean-Paul Garot, présent dans la salle, ni moi n'avons oublié. Il s'agit d'un fait qui se déroule le 21 août 1991 sur une plage vendéenne. Un jeune garçon, Olivier, 9 ans, est là, et un homme de 35 ans s'approche de lui et lui tient les propos suivants. Ma petite sœur s'est cassé le pied, elle est plâtrée, elle s'ennuie. Est-ce que tu accepterais de venir lui tenir compagnie? Heureusement, un groupe d'enfants arrive, arrache Olivier à cet homme qui a mis la main sur son épaule. Et le lendemain, grâce à une mère de famille, cet homme qui aborde à nouveau un autre enfant est arrêté par les CRS. Il est sorti de prison, il est sorti 8 jours avant. Il avait purgé 15 ans de réclusion criminelle pour viol, après une première condamnation que je qualifierais de peine d'entretien pour des faits graves, aussi graves que ceux qui lui avaient valu le maximum de la peine, 18 mois d'emprisonnement. C'est un fauve. C'est un fauve, il a été détecté comme tel par tout le monde, les psychiatres, ma collègue juge d'application des peines qui avait refusé de le libérer en conditionnel tellement elle avait peur. Et nous nous retrouvons avec cet homme et nous n'avons aucun outil juridique pour le neutraliser. C'est un fauve qui a eu des problèmes déjà avec des enfants, c'est ça? Ah mais oui, c'était exactement le même schéma. Il enlevait des gamins et les violait sous la menace d'une arme. Enfin, c'était terrifiant. Et nous nous disons, Olivier, ce jour-là, a échappé à la mort. Il a échappé à la mort car l'homme n'avait pas d'appartement, bien entendu. Il était venu avec une voiture de la région parisienne et il avait compris, car il avait l'intelligence de ses pulsions, il était stupide, mais il avait l'intelligence de ses pulsions, il avait compris qu'il ne fallait pas laisser de victimes vivantes derrière lui. Et donc cet enfant a échappé à la mort, et nous sommes tous convaincus, mes collègues et moi, qui vont prononcer, toujours sous la présidence de Garot, la peine maximale encourue, c'était 6 ans d'emprisonnement ferme, nous sommes tous convaincus qu'il va tuer. Nous n'avons aucun moyen juridique de le neutraliser. Et quelques années plus tard, en ouvrant Ouest-France, je découvre qu'il a poignardé un jeune garçon. Voilà, nous étions, la société a été incapable, je ne mets pas en cause, nous n'avions pas les lois qui permettaient de le faire, nous avons laissé partir une bombe dans la société. Et je vous avoue que je pense toujours à Gilbert Thiel, mon collègue Thiel, dont la voix se brise quand il évoque les victimes de Guy Georges. C'est la même chose. Je vis avec mon fantôme, ce fantôme d'un enfant que je ne connais pas et qui a été tué parce que nous n'avons pas su le protéger, nous n'avions pas les moyens de le protéger. Alors, aujourd'hui, la dangerosité a été intégrée par Garot, hein, encore une fois, qui a été juge d'instruction 12 ans, qui a été président du tribunal des Sables et qui est devenu député et qui sait ce dont il parle. Et la dangerosité, elle est introduite en 2008, et ça y est, maintenant, nous disposons d'outils qui auraient peut-être permis d'éviter un drame. Alors, vous parlez d'un outil. En 2008, depuis 2008, il existe la rétention de sûreté. Voilà. Et pourtant, des syndicats de magistrats s'y opposent et trouvent que ce n'est pas une bonne mesure. Écoutez, la justice peut s'enfermer dans son autisme, elle peut nier la réalité. Je dis simplement une chose, d'abord, tous les juges ne partagent pas, loin de là, ces opinions. Ça commence d'ailleurs à évoluer grâce à votre action, Xavier Bébin, et à l'action de l'Institut pour la justice. Je pense que tout cela va évoluer dans le bon sens, mais, et c'est là que votre action, moi, me remplit d'admiration, parce que quand nous avions lancé avec Jean-Pierre le Forum pour la justice, nous terminions toutes nos réunions sur le thème « Il faut rendre sa justice au peuple français », eh bien, je crois que tout est dit.
Alors, pour ces individus, dont vous nous dites qu'on est sûr, en tout cas dans ce cas-là, qu'ils vont récidiver, vous êtes favorable à la perpétuité réelle, ça parle à tout le monde, et pourtant c'est une mesure qui fait énormément débat dans le monde judiciaire. Oui, mais vous savez, il ne faut pas exagérer le nombre. Ils sont peu nombreux. Ces fauves sont peu nombreux. Ils sont quelques dizaines, hein. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez Guy Georges, actuellement. Il y a Allègre, il y a Fourniret. Il y en a quelques-uns qui sont peut-être moins célèbres, mais on n'a pas besoin non plus de construire 10 000 places de prison, hein. Et moi, je suis très réservé sur ces questions-là. Je pense que ceux qui sont en prison ne sont pas nécessairement les bons, ceux qui devraient y être, mais qu'on pourrait peut-être faire une analyse et une audit, un audit. Mais il est évident que Fourniret, Guy Georges, Allègre, ce garçon que j'évoquais, mais ils ne doivent jamais sortir, c'est évident, c'est évident. Celui dont parlait Sylvia, ils doivent être gardés. Nous avons une obligation impérieuse d'éviter qu'il y ait une nouvelle victime. On ne peut pas tout prévenir, on ne peut pas tout prévenir. Mais quand c'est la deuxième ou la troisième fois, alors là, nous n'avons plus le droit de faire la charité avec le sang des autres. Et c'est un juge qui nous le dit, démuni parce que sans outils pour aller jusqu'au bout de tout cela. L'occasion juste, Xavier Bébin, de saluer justement Jean Volgaro, qui est au premier rang avec nous et qui est à l'origine de cette législation. Merci. Je voudrais que l'on entende à ce sujet, si vous voulez bien, pour avancer. Je voudrais entendre l'avis d'un expert, un médecin qui est avec nous, Alexandre Barata, si vous voulez bien nous rejoindre. J'aurais bien sûr quelques questions à vous poser. On le salue, s'il vous plaît. Alexandre Barata, vous êtes psychiatre, vous êtes expert auprès des tribunaux. J'entends les histoires, je me pose les mêmes questions que tout le monde, certainement. On réduit parfois la question du suivi des délinquants sexuels à la question des soins psychiatriques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, de l'état de la médecine sur cette question? Où est-ce que vous en êtes, vous, les spécialistes? Est-ce que les soins peuvent vraiment limiter ou éviter le risque de récidive des délinquants sexuels? La première erreur qu'il faudra éviter dans cette question-là, ce serait de confondre crime sexuel et maladie mentale. Oui. Donc, le crime sexuel reste une infraction. Croire qu'on peut soigner médicalement les infractions reste une utopie. Alors, il y a plusieurs protocoles qui ont évidemment été étudiés, mis en place par voie psychothérapique, par voie pharmacologique, Oui. pour la prise en charge des délinquants sexuels. Notamment l'Académie de médecine en France recommande le recours et aux thérapies cognitivo-comportementales développées notamment au Québec et les traitements dits freinateurs de la libido. Alors dans les meilleurs des cas, ces traitements peuvent diminuer de maximum 15 à 20% la récidive sexuelle, donc ils ont une efficacité certes qui existe mais qui reste modeste. Malheureusement, on déplore qu'en France actuellement, dans la plupart des cas, les psychothérapies restent non spécifiques et donc dans la grande majorité des cas, n'ont démontré aucune efficacité en termes de réduction de la récidive sexuelle. Et on le remarque aussi sur la psychiatrie, en fait, est-ce qu'on se rend compte que la psychiatrie parfois n'a aucun impact, aucun effet justement sur ces criminels? Voilà, alors dans un certain nombre de cas, pour certains profils de grands prédateurs, de fauves, Oui. pour reprendre le terme de tout à l'heure, on sait que les traitements n'auront aucun impact sur la récidive. Alors notamment, 5 études différentes ont permis de démontrer que la psychothérapie adaptée à certains profils de psychopathie majore la récidive, augmente. La prise en charge peut augmenter la récidive en fonction des profils des délinquants. 5 études l'ont démontré. Lorsque la psychopathie, le score à la psychopathie est très élevé, ça a été démontré par des équipes canadiennes. Et on fait quoi? Enfin, allez-y. Je peux vous dire que celui dont je parlais tout à l'heure, en prison, il avait suivi toutes les psychothérapies possibles et imaginables, hein. Il s'était plié à tout, il y prenait plaisir. Est-ce qu'on peut quand même se poser les questions? Permettez-moi, mais est-ce qu'on peut aussi se poser les questions, peut-être de l'incompétence à ce moment-là des gens qui l'ont pris en charge, ou est-ce que ça peut être autre chose? Ah non, ça peut être autre chose, c'est inhérent au profil même, hein. Dans certains cas de figure, ce n'est pas du tout lié à la compétence, hein, que les recherches ont été menées par les équipes les plus en pointe au Canada. Donc ce n'est pas la compétence, c'est clairement le profil. Donc en l'état actuel de la science, on sait que dans certains cas de figure, la prise en charge médicale ne servira à rien, en tout cas en termes de réduction de la récidive sexuelle.
quand Ça, la on en est science, sûr. quand la science ne peut pas répondre, Tout à fait. c'est là où vous pointez du doigt peut-être l'utilité de la justice pour répondre quand notamment la science ne le peut pas. Peut-être dans ce cas-là, Xavier Bébin, il y a un consensus dans le monde politique et judiciaire plutôt sur ces questions. Bah non, pas vraiment, justement. Ah bon? Parce qu'il y a beaucoup d'idéologie sur ces questions. Et c'est pour ça qu'on a souhaité un avis médical, un avis scientifique sur cette question. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent spontanément qu'il suffirait de soins pour limiter, réduire le risque de récidive sexuelle. On aimerait tous que ce soit le cas, mais ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se passer de réelles mesures de surveillance, de sûreté, et dans les cas les plus graves, d'enfermement vis-à-vis des profils les plus dangereux. Et quand il se passe un drame de la récidive, j'aimerais qu'on arrête de se focaliser uniquement sur la question de savoir si la personne avait bien vu son éducateur ou vu son psychiatre à sa sortie. Il faut aussi se poser la question dans ces cas-là, mais est-ce que des mesures de surveillance nécessaires avaient été mises en place et est-ce qu'il devait être en liberté au moment où il a commis son crime? Merci Xavier Bébin. Je voudrais que l'on remercie Didier Gallo, s'il vous plaît, et le docteur Barata qui était avec nous.